Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 1997. Chúng ta đang ở tại Sông Thượng trong khóa an cư mùa đông. Dear Sangha, we are in our rains retreat. Kỳ trước chúng ta có nói tới 4 điều In the kiện past, Thai shared about để 4 làm cho conditions cái tâm hành và for cái us to bring nó được phát sinh the và được energy of mindfulness to manifest and for it to chúng ta ôn nourish lại us. trước khi chúng ta đi tiếp. Thai would like to review some of it before Là we chúng ta continue. có cái điều kiện First of all, gọi là we have a nhân duyên. condition called Nhân Yun, which is seed condition. Thì cái điều kiện này So là this cái condition một cái khả năng, is a capacity. một cái thói quen, It is a habit. một cái tiềm lực It is an mà energy ta chưa thấy. that we have not yet Rồi khi nó seen, phát hiện but when it manifests, then we recognize it. ví dụ có một người For sống example, someone who lives in mindfulness, đi thì they walk, biết là mình đi, they know that they are walking. ngồi biết là mình They ngồi, sit, ăn they biết know là they mình are ăn. sitting, eat, Có ví they dụ know sinh that ra they are thì eating. biết. Whatever that is Thì happening, người they đó có know. cái khả năng đó So that person has the Cái khả năng đó capacity, and that capacity is a condition, is a seed mình chưa condition. thấy. We may not Nhưng mà yet nó have phát seen hiện it, but trong it will cái- manifest trong cái sự sống của người đó. in their Ví dụ daily như bàn life. tay For này, example, mình Thai's nhìn vào bàn hand. tay này thì không When thấy you gì look cả. into this hand, you may not see. Có thể thấy nhiều điều nhưng mà có You một could điều see mình many không things, nhìn but thấy. you might not Tức be là able to recognize. For khả năng example, viết chữ nho. Thai Mình has đâu the có thấy. capacity to write Chinese. You might not Nhưng mà biết know, rằng trong cái bàn tay but này in Thai's nó hand, có cái there khả is năng the viết chữ nho. capacity to write Chinese characters. Mình đâu có thấy gì đâu. You don't recognize it at Nhưng mà all. nhờ những cái điều kiện But khác because of all the conditions mà that cầm come cái viết, together, when you hold the cái pen, bàn tay nó viết thành and chữ Thai nho. can then Viết chữ manifests sen and đây. writes Chinese. Mình thấy. And now you Ở đây can không see có it. thấy. Thành ra In the cái- hand, cái- you don't cái- see it, but when cái conditions tiềm are lực right, then đó, you will cái see khả it. năng đó, cái So thói that quen đó, capacity, cái that tài nghệ habit, đó, nó that có ở trong này. talent, it is Nhưng mà in nó the không có hand, phát hiện. but it is not always shown. Thì một người sống có chánh niệm, So someone who đi một cái lives là with có chánh niệm. mindfulness, when they Hay walk, là uống there is trà cái mindfulness. thì When uống they có chánh drink, niệm. there is Là tại vì người mindfulness. đó có cái It is thói because quen that chánh person niệm. has the habit of mindfulness. Nó có cái khả năng chánh niệm, And nó có cái therefore, they tập have the khí chánh niệm. conditions, they have Tập khí the là cái talent thói quen. of mindfulness. And that talent Một cái becomes a tiềm- habit. một cái tiềm lực có chánh niệm. Mà trong đời sống hàng ngày mà mình tu học And á, in mình our daily life, when we practice and learn, we have to develop cái khả năng đó. develop that Thì cho capacity. nên có chánh niệm rất dễ. And that is why mindfulness can be something very easy. Nghe một tiếng chuông, When you hear a sound of the bell, nghe tiếng đồng hồ reo, when you hear the chime of a hay là clock, thấy một cái gì đó, when thì tự you nhiên có chánh recognize niệm something, liền tức. mindfulness manifests Cái đó right không phải away. là tự nhiên mà nó That có, is mà not nó something có that do cái sự just manifests by itself, but it is because you have to cultivate it. You have to practice it. nó tiềm tàng ở trong con người của mình. It is hidden Đó là inside of our bodies, inside of Nhưng mà chúng ourselves. ta biết rằng chánh niệm bao And giờ we cũng know là that chánh niệm về mindfulness cái is gì. always mindfulness of something. Cái này tức là cái nhận thức căn bản của một cái thuyết triết học gọi là hiện tượng luận. Phenomenology là conscience c'est toujours conscience de quelque chose. Ý thức bao giờ We have to know that when we are aware, we have to be aware of an object. Like anger is an object in itself. Love is a love itself. We have to love something. Donc il faut aimer quelque chose. Et nous pouvons avoir conscience de quelque chose. Il y a toujours un objet de notre concentration. Donc condition ici, nó có cái điều kiện thứ hai là sở duyên. la deuxième condition, Mà nó gặp nhau, sở duyên mình dịch là object condition.
la condition objet. Et un objet, par exemple, quand on a de la rage devient l'objet de notre attention. J'ai de la rage et je sais que j'ai de la rage. Je suis zéro et je sais que je suis zéro. Je respire et je sais que j'inspire et je respire. Et je respire et je sais que celui-là, c'est une inspiration. Donc, la respiration devient l'objet de notre attention. Donc, condition objet. Le troisième, dans từng nhớ. Donc, ça veut dire en condition de support, donc quand l'environnement nous aide à avoir des essais. Quand une graine est plantée dans les sols, donc cela c'est une condition graine. Et quand le soleil et la pluie arrivent, la terre est présente. Donc là sont des conditions de support qui permet aux grains de grandir, de pousser. Et la dernière condition, c'est de ça veut dire ça veut dire la continuité de la condition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de interruption. Taï traduit comme non et pas de discontinuation. Donc la continuité des conditions. Vô gián là không có ngừng lại, non-stop condition. Non-stop. Condition sans arrêt, c'est vraiment important. Donc maintenant, nous avons pleine conscience. Et avant, Taï avait partagé que quand on respire, nous sommes conscients de notre inspiration. Celui-là, c'est le grain. Donc, pleine conscience, ça veut dire qu'il y a un grain. Et le respire est l'objet. La condition est l'objet. Notre capacité de pleine conscience en nous est la fondation qui permet la pleine conscience. Et le respire est l'objet. Et la pleine conscience de la respiration, ça est présent dans chaque instant. C'est un instant, c'est qu'un instant. Mais quand nous avons la condition de continuation, de pas arrêt,
on peut continuer à être conscient pour tout le temps de la respiration. Notre plein conscient continue et continue et continue à chaque instant, pour tous les instants. Donc il y a un courant constant de conditions, ce qui nous permet d'être en pleine conscience constamment. Donc il faut aussi cultiver cette condition de pas arrêter. Comment on peut maintenir la pleine conscience de telle façon que notre pleine conscience ne s'arrête pas. Donc c'est pour ça que le sutra sur de ces entraînements, de ces exercices est très important parce qu'il nous permet de cultiver, de nourrir cette condition de continuation. Donc c'est pas une pleine conscience, mais c'est un courant de pleine conscience. Il n'y a pas d'arrêt de notre concentration. Et dans notre pratique, il faut avoir cette condition de support. C'est mieux de ne pas avoir quelqu'un qui nous dérange ou quelqu'un qui vient nous parler. Donc, ces personnes qui nous dérangent, bien sûr, ne sont pas des conditions de support pour notre pratique. Les conditions de support, il y a deux catégories. Un, c'est supportif. Un, c'est positif et l'autre, c'est négatif. Quand il y a des conditions positives, bien sûr, ils nous aident dans notre pratique de la pleine conscience, parce qu'ils puissent grandir et continuer. Et quand elles sont pas favorables, cette condition, dans ce moment, on perd notre pleine conscience. Et ça, c'est un support négatif. Mais en même temps, le support négatif, il peut devenir un jour positif. Donc, par exemple, nous sommes en retraite. Donc, notre santé, par exemple, nous sommes bien, nous nous sentons bien, donc ça, c'est une condition très positive. Mais un jour, on tombe malade. Et maintenant, la condition, c'est négatif. Mais si nous sommes des praticiens talentueux, tu peux prendre cette condition négative et la transformer dans une condition positive, par exemple. Donc, c'est tôt le matin, il y a le soleil. Et on marche dans l'après-midi. Il pleuve et on tombe malade. Oh, condition terrible. Et tu vois, par exemple, seulement une semaine pour pratiquer au village japonais. Donc, consciente de l'impermanence, nous pouvons prendre le temps de pratiquer et arriver à pratiquer même dans cette condition qui au principe peut-être qu'elle soit négative, mais après, tu peux changer d'avis et le voir comme des conditions positives. Donc, tomber malade
peut-être que ça devient une condition positive parce que quand tu es bien, quand tu es en santé, tu arrives à apprécier encore plus le fait que tu es en santé. Le même se passe quand quelqu'un nous énerve. Au principe, on peut le voir comme une condition négative, mais si on ne regarde pas en profondeur dans cette condition négative, dans cette expérience négative, comment on peut grandir dans la pratique? Donc, on peut voir une situation difficile comme une condition négative, mais si on regarde en profondeur, c'est vrai, c'est négatif, mais c'est la bulle qu'on peut transformer en fleur. Donc, en fait, c'est positif. Et ça, c'est également méditation. Et ça, c'est la vue du Bouddha. Si tu penses négatif, tu peux pas penser comme une condition de support. Donc, au début, il y a ici il est en train de dessiner un œil et une bougie. Donc, quand l'objet, la bougie, allume la lumière de bougie atteint notre œil, il y a une deuxième phase. Trên vật lý thô. Và cái trường hợp thứ hai này là giai đoạn sinh vật lý nó tế. Giai đoạn thứ hai này không phải là con mắt trần nữa, mà là võng môn. Võng môn. Donc là, sont vraiment des mots techniques, vraiment techniques. Donc, Fabou, il n'arrive pas exactement à faire la traduction. Il est en train de parler du nerf optique. Và cái thần kinh thị giác nó vẫn còn là sinh lý, nhưng mà nó không có phải là thô, sinh lý thô. Désolé, mais il n'y a pas de traduction dans l'instant. Donc, le nerf optique appartient à la physiologie. Et il fait la distinction entre deux physiologies différentes. Une c'est physique et l'autre c'est subtil. Donc l'image projetée de bougie transmet à notre nerf optique petit. Et après notre esprit qui reçoit l'information. Donc ça veut dire le système nerveux qui transmet à notre cerveau et ça devient une formation mentale.
Donc on parle de conditions des sens physiques. Tout d'abord des sens, après physique, et après ça se transforme en une formation mentale. Je respire, j'inspire, c'est l'objet. Je sais que j'inspire. Et ça, c'est... Et le même se passe avec le bougie qu'on a ici. Donc, si on n'a pas un nerf optique, si nous n'avons pas un œil, c'est pas possible de voir la lumière de bougie. Et donc, ça, ce sont des conditions de support pour que notre pleine conscience soit possible. Et le même se passe avec nos nez, nos oreilles. Donc ça, c'est tout simplement la mécanique de tout ça, comme ça physiologiquement fonctionne. Dans la psychologie, c'est différent parce que nous voyons quelque chose, nous entendons quelque chose, et l'objet peut-être que l'objet ne soit pas exact. Parce que notre expérience a influencé par les expériences du passé. Donc, tous les sentiments et tout ce que nous avons vécu peut changer à partir de notre expérience. Donc l'objet, le bougie, il n'a pas la possibilité de se montrer dans son pureté. Parce qu'il y a toujours un filtre, il y a déjà un filtre en nous qui nous empêche de voir la réalité comme elle est. La réalité dans ce cas du bougie. C'est comme ce filtre, c'est comme un peinture qui donne des couleurs différentes à l'objet. Par exemple, quand nous aimons vraiment quelqu'un, nous pouvons être aveuglés pour cet amour. Et donc, ces couleurs, ils sont déjà dans les conditions. Et nous les projetons dehors à travers notre esprit, à travers notre conscience. Donc, c'est un peu comme si nous utilisons ces couleurs pour colorir notre expérience. Donc, cette personne que peut-être que nous sommes tombés amoureuses avec, peut-être qu'elle soit douce, qu'elle soit vraiment sympa ou non. Mais ça dépend beaucoup de notre expérience et notre préjugé, notre vue, la vue que nous avons déjà dans nous. Dans notre intérieur. Donc il faut pratiquer la conscience base, ça veut dire tout simplement reconnaître ce qu'il y a. Il faut chercher de ne pas peindre, de ne pas ajouter de couleurs à l'expérience. Tout simplement reconnaître ce qu'il y a.
Simple, simple, ça veut dire que reconnaître ce qu'il y a. Le premier exercice de respiration que le Bouddha nous a transmis, c'est en inspirant, je suis conscient que j'inspire. En expirant, je suis conscient que j'inspire. J'expire, désolé. Et à cause de cet exercice, dans cet exercice, il y a seulement une chose à faire. Reconnaître la respiration et pour l'appeler pour son vrai nom. Celui-là, c'est un inspire. Celui-là, c'est une expiration. Il ne faut pas l'aimer, il ne faut pas s'attacher, il faut tout simplement le reconnaître. Il faut l'accepter pour ce qu'il est. Il n'y a pas, on ne s'attache pas, il n'y a pas de jugement. Dans notre respiration consciente, il y a des autres exercices qui continuent comme ça. En inspirant une courte inspiration, je sais que celle-là, c'est une courte expiration. En inspirant une courte expiration, je suis conscient que c'est une courte expiration. Si c'est long, je sais que si c'est long. Et là, peut-être que ce soit un peu dangereux, parce que nous pouvons penser que c'est bien possible qu'on pense que le Bouddha nous suggère de respirer, de prendre une respiration court ou long. Mais c'est pas comme ça. Et ça, c'est pas la pratique. La pratique, ces deux lignes, je sais que ça c'est court et cette expression est court ou qui est long, c'est tout simplement de reconnaître la qualité de notre inspiration. Si c'est long, si c'est court, si c'est long, on la laisse long. Si c'est court, c'est bien, c'est court. Il ne faut pas le forcer notre respiration à changer. Donc, quand on respire, il faut tout simplement reconnaître cette respiration, c'est court ou long. Donc, l'appeler, encore une fois, l'appeler pour son vrai nom. Et donc, la même chose, si la respiration se court, il ne faut pas la forcer, c'est tout simplement la reconnaître. Il ne faut pas la forcer à devenir plus longue ou plus profond, quoi que ce soit. Il faut tout simplement le reconnaître. Et l'appeler pour son vrai nom. Il n'y a pas un désir ou quoi que ce soit de le changer. Donc, soyez pas de bodybuilder. Nous tout simplement disons, oui, je sais, cette respiration, inspiration courte, ou c'est notre inspiration, c'est un peu troublé, on l'accepte. Nous disons tout simplement, mon inspiration c'est troublé.
Nhưng mà nếu mình làm như vậy trong vài lần, Et si nous faisons comme ça par un peu de temps, tout simplement acceptant notre respiration, dans peu de minutes, dans peu de temps, la respiration va changer tout naturellement. cái hơi thở chánh niệm, cái niệm mà về hơi này nó kéo dài. Si on est conscient de notre respiration, Từ cái niệm này nó phát xuất ra một cái nguồn năng lượng. De cette pleine conscience, une autre énergie de pleine conscience naîtra. Cette énergie de pleine conscience va embrasser notre respiration. Et soudainement, notre respiration va changer. Et la qualité de notre respiration va augmenter, va être meilleure. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué comme ça, c'est parfaitement ce que Taï est en train de dire. Parce qu'en pratiquant dans très peu de minutes, la respiration va changer, va être meilleure, va être un peu plus long, un peu plus profond, plus légère. Pas de perturbation, plus stable, plus apaisé. Et c'est pour ça que notre exercice, c'est une haute, profonde et calme. Quand nous pratiquons ça, nous pratiquons inspirer et expirer sans juger. Dans peu de minutes, notre respiration va changer, va être plus profonde et plus calme. Naturellement. Et là, il faut encore une fois le reconnaître. Il faut reconnaître que maintenant notre respiration est plus profonde et plus calme. Mais il ne faut pas le forcer. Donc si on arrive à reconnaître que je suis en train de faire de notre respiration plus profonde ou plus calme, ça c'est pas la pratique correcte. Il faut qu'elle soit naturelle. Il faut tout simplement le reconnaître et après notre respiration se deviendra tout naturellement plus profonde et plus calme. Et dans ce moment-là, je peux dire, tout simplement je reconnais le fait que maintenant ma respiration c'est plus profonde. Ma respiration est plus calme. Et quand on pratique comme ça, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie parce que la qualité de notre respiration est améliorée naturellement. Et nous pouvons laisser cette joie du Dharma, de la pratique, nourrir et calmer notre esprit. En inspirant, je me sens en santé. En expirant, je me sens léger. Comme notre respiration est améliorée, notre respiration est aussi plus saine. Et c'est donc comme ça qu'on se sent plus léger. Et en respirant comme ça, donc, fait tout bien à notre corps. Dans les sutras de la respiration en pleine conscience, il y a une pratique qui en respirant,
j'amène de la paix à mon corps. En expirant, j'amène de la paix dans mon corps. Những cái bài tập đó đều là những bài tập có công dụng nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Ce sont des exercices qui nous permettent de nourrir soit notre esprit, soit notre corps. Donc, cette partie qui est aussi un élément de nourrissant. Vậy thì cái giai đoạn đầu, cái hơi thở có ý thức. Premier exercice de respiration consciente. Nó chỉ là đơn thuần thôi, nó chỉ là hơi thở thôi. Et tout simplement reconnaître ce qu'il y a. Cái đối tượng của niệm chỉ là hơi thở đơn thuần thôi. L'objet de notre pleine conscience est tout simplement inspirer et expirer. Không có cái gì nữa. Il n'y a rien d'autre. Cái chánh niệm của chúng ta ôm lấy chỉ có hơi thở. Notre pleine conscience presse notre inspiration, notre expiration. Peut-être qu'elle soit profonde et calme, mais et après, notre respiration, ça devient un avec notre pleine conscience. En inspirant, mon corps est en paix. An tịnh tức là làm cho nó yên, nó lắng lại. Thân hành c'est donner de la paix, apporter de la paix. Nó đối với tâm hành. Après, nous avons notre esprit, Tamhan. Tamhan, c'est notre Tanhan, c'est notre corps, et Tamhan, c'est notre esprit. Donc, l'exercice là, c'est de la paix, soit dans notre esprit, soit dans notre corps. Par exemple, si notre cœur est très fort, ou si à nous il y a dans notre esprit il y a donc s'il y a nous avons de douleur dans notre corps, donc là il n'y a pas de paix dans notre corps. Parfois nous savons que l'esprit c'est pas en paix, mais peut-être que notre corps il soit pas en paix aussi. Comme par exemple nous pouvons être assis stablement, mais notre corps est pas en paix. Notre organe peut être pas en paix, donc notre respiration peut apporter de la calme au corps. Et ça, c'est l'exercice. J'inspire et je calme mon corps. J'expire et je calme mon corps. J'inspire, je donne de la paix à mon corps. Et en inspirant, je donne de la paix à mon corps. Et après,
travailler comme ça. Nous pouvons utiliser la qualité de notre respiration pour embrasser tout notre corps. Nous autorisons notre respiration à céder à tout notre corps pour lui donner de la paix et de la calme. Par exemple, quand Sir Chan Kang offrait la relaxation totale, le Sangha pratique apporter de la calme dans notre corps. Tout d'abord, elle nous invite à apporter de la calme dans notre esprit. Et quand il y a de la calme dans notre esprit, nous pouvons sourire notre corps, par exemple à nos épaules. Nous pouvons relâcher nos épaules avec notre respiration qui est déjà calme. Nous pouvons être conscients, avoir conscience que les muscles de notre visage sont tendus. Et donc là, nous pouvons sourire en pleine conscience et relaxer, profiter de notre pleine conscience pour disperser toute la tension des muscles de notre visage. Peut-être que nos yeux sont vraiment fatigués. Peut-être qu'ils sont tendus ici, là, dessus des yeux, et nous pouvons utiliser la pleine conscience pour sourire à nos yeux et embrasser nos yeux, et tout simplement comme ça, on respire, et dans ce moment, on amène notre pleine conscience et embrasse nos yeux et soudainement notre œil peut laisser prise de toute cette tension. Nous pouvons utiliser aussi notre respiration et notre souris pour relaxer notre visage. À ce point-là, l'objet de notre pleine conscience, ce n'est pas que la respiration. Il est aussi dans notre corps. L'objet de notre méditation de notre pleine conscience devient aussi notre corps. Le Bouddha nous enseigne que quand mình dùng cái chánh niệm của mình để mà ôm lấy hết tất cả cơ thể của mình và làm cho cái cơ thể của mình nó lắng dịu trở lại, nó an tĩnh trở lại. Que notre pleine conscience est comme un vêtement, et quand on porte une robe qui couvre pas une partie de notre corps et elle fait froide, nous pouvons couvrir cette partie avec notre vêtement. La pleine conscience, c'est la même chose. On peut utiliser notre pleine conscience pour apporter de la calme, de la paix à n'importe quelle partie du corps qui est en train de souffrir. Et ça, c'est un acte d'amour. Donc, nous passons de reconnaître simplement notre respiration au deuxième exercice, qui c'est embrasser le corps. Notre objet, c'est pas que la respiration, mais non, c'est aussi le corps. Imaginons d'avoir une voiture, et la voiture, il y a dans notre voiture des tas de choses.
Vì vậy cho nên trong trường hợp thứ hai này, đối tượng của niệm, sở duyên của niệm không còn là hơi thở đơn thuần mà nó bao gồm thân hành. Donc, ce qu'on va voir en voiture, être conscient au début de conduire en voiture et après de conduire en voiture qui contient des choses, peut-être qu'il y a des tas de choses. Et donc, le même se passe ici. Au début, on est conscient tout simplement de notre respiration et après, on est conscient de notre corps aussi. Et après, le troisième, c'est d'être conscient de notre esprit. Donc, si par exemple on a de la peur, on a des désirs, on est désespéré, il faut être conscient. Nous utilisons notre respiration consciente. Tout d'abord pour améliorer notre respiration, et après les corps, et après la formation mentale. Et nous pouvons aider notre formation mentale à devenir plus calme avec notre respiration en pleine conscience. Et quand tu dis que tu es une personne qui médite, si tu n'arrives pas à faire cet exercice, bon, donc tu n'es pas en fait quelqu'un qui savent méditer. C'est ok d'être énervé. Ça c'est acceptable. Ce que c'est pas acceptable, c'est que quelqu'un qui dit de savoir méditer, il n'arrive pas à embrasser, à accepter cette rage, cette colère. Il faut reconnaître ce qu'il y a, il faut reconnaître qu'on est en colère, il faut reconnaître quoi qu'il soit qui se passe dans notre esprit. Il faut utiliser l'énergie de la pleine conscience pour embrasser ces formations mentales et les apaiser, les aider à se calmer. Et il faut les faire dans la non-violence. Il ne faut pas les supprimer ou les chasser, il faut les embrasser. Tout comme une mère embrasse son fils. Tout d'abord, quand il faut respirer, on est assis, calme, et je suis conscient de mon inspiration, je suis conscient de mon respiration, je suis conscient que mon inspiration est courte, et l'expiration aussi. Oh, maintenant je vois que la respiration est vraiment pressée. Ah, maintenant elle est vraiment calme. Donc c'est tout simplement reconnaître. Et naturellement, la qualité de notre respiration sera meilleure. Et maintenant, notre respiration est plus profonde, est plus calme. On ne dit pas oh, ma respiration, calme-toi. Non. Et la même chose avec la formation mentale. Notre pratique, ce n'est pas de dire toi, formation mentale, viens là, ou la chasser. Si tu fais comme ça, c'est pas la pratique correcte. Il faut accepter notre formation mentale. Il faut accepter la colère, la reconnaître. Il n'y a pas un désir de la chasser, de la supprimer. Comme la mère qui voit son fils qui pleure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche tout simplement de calmer son enfant. Il faut embrasser l'enfant. Il est en train de souffrir. Il faut prendre soin de lui ou d'elle. On ne les critique pas.
on ne se plaint pas. Il ne faut pas se plaindre. Si tu arrives à maintenir la pleine conscience, donc tu arrives aussi à maintenir cette condition et tu permets d'embrasser l'enfant. Et la calme, la pleine conscience peut pénétrer aussi l'enfant. Et nous pouvons faire la même chose avec notre formation mentale. Donc quand on est triste, ou on est en colère, donc nous le pratiquons, nous pouvons le calmer, les aider avec notre respiration. Il faut amener l'énergie de cette pratique pour embrasser notre formation mentale. Ça continue assis ou quand on marche, ou quand quoi qu'il soit. Peut-être que tu peux avoir un ami qui s'est assis avec toi ou qui marche avec toi. Et peut-être qu'il lui aussi soit pratiquant, mais il ne peut pas t'aider dans ça. Il faut que c'est toi qui fais cet exercice, ce travail. Personne ne le peut faire pour toi. Donc ce que tu as eu à partager est dans la catégorie de s'arrêter. S'arrêter nous aide à calmer. S'arrêter, c'est s'arrêter. C'est amener de la tranquillité, de la calme. Et c'est pour ça que quand on pratique la méditation ainsi, on marche, et on pratique la respiration consciente, c'est toujours dans la catégorie de s'arrêter. Nous utilisons la pratique de reconnaître tout simplement, de passer supprimer ou chasser, nous acceptons. On ne supprime pas. Et quand le corps et les formations mentales, quand il y a de la paix et de la calme, nous continuons à pratiquer l'arrêt. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a une raison. Il y a une raison pourquoi l'esprit ou le corps est perturbé. Quand la mère embrasse l'enfant, elle cherche à reconnaître pourquoi l'enfant pleure. Peut-être que le vêtement se trouve trop étroit, ou qu'il a faim, ou qu'il est malade. Donc, dans le temps qu'elle embrasse l'enfant, elle peut utiliser sa concentration pour comprendre la raison pour laquelle l'enfant pleure. Le même se passe avec nous et dans notre pratique. Quand on est présent, quand on s'arrête, nous avons aussi la possibilité de voir, de reconnaître les racines de notre formation mentale. Vipassana. Regardez en profondité. Samatha et Vipassana. S'arrêter et regarder en profondité. En profondeur.
Quand on regarde en profondeur, et nous voyons que la compréhension. Nous comprenons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, de telle façon que notre corps et notre esprit peut être en paix. Et le Bouddha nous a enseigné que le corps et l'esprit sont nourris pour de la nourriture. Si nous autorisons notre corps ou notre esprit à manger un certain nourriture, peut-être que notre corps ou notre esprit continue à souffrir. Et donc, si nous arrivons à comprendre ça, c'est la vision profonde. Reconnaître que ce que nous mangeons aujourd'hui, on a mangé dans le passé, nourrit notre esprit. Avec la vision profonde, nous pouvons changer notre forme de manger, la nourriture que nous prenons. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de la transformation. Donc aujourd'hui, nous avons des ordinateurs. Et avec ça, nous pouvons bien écrire. Il n'y a pas besoin d'un ordinateur. Et donc nous pouvons écrire en même temps qu'on médite. Les résultats de notre méditation, donc notre compréhension, ce que nous avons vu dans la méditation, comme par exemple la nourriture, et l'écrire, et après, de cette façon, on peut décider d'échanger et nous promettre à partir d'aujourd'hui, j'arrête de manger ça ou de prendre ça. Không có đủ sức làm chủ cái sự nói năng của mình. Và vì vậy cho nên mình gây ra những cái đau khổ cho những người cùng sống chung với mình. Aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas la capacité de parler avec amour, avec compréhension. Et c'est comme ça que peut-être que nous faisons les autres souffrir. Nous pouvons les reconnaître et nous demander pourquoi je parlais comme ça, pourquoi je fais comme ça. La prochaine fois, je ne veux pas le faire parce que j'ai déjà vu que si je fais comme ça, les autres vont souffrir et personne ne va vouloir être avec moi ou jouer avec moi ou passer du temps avec moi. Et ça se passe parce que je le fais souffrir. Peut-être qu'un jour, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ce qui sont tes habitudes ou tes habitudes dans le passé qu'ils ont fait comme tu as fait souffrir les autres. Et tu les as éloignés comme ça. Mais maintenant, avec cette ouverture profonde, nous pouvons nous arrêter ou bien nous pouvons tout simplement le reconnaître, mais faire rien. Mais ça n'amène pas de transformation. Ou peut-être que les autres ils n'ont pas de problème, mais tu continues à avoir le même problème.
là không phải do người khác gây ra cho mình. Cái khổ mình là do chính mình gây ra cho mình. Et ça, c'est parce que la souffrance, c'est pas dehors de moi. La souffrance, c'est en moi. Et il vient de moi. Et peut-être qu'on continue à faire la même chose, nous nourrir de la même nourriture. Nos actions sont toujours les mêmes. Donc peut-être que tu as bien la vision profonde, mais l'habitude reste toujours. Et ça, c'est parce que on pratique pas vraiment. Il faut pratiquer toujours. Avoir une vision profonde, c'est pas assez. Pour amener de la transformation, il faut pratiquer. Quand on écoute un Dharma Talk, ou la regarder dans les vidéos, peut être vraiment bénéfique. Et peut-être, quand on a l'opportunité de l'écouter, écouter Thai, tu peux penser qu'il parle directement avec moi. Et peut-être qu'on écoute, on est assis, on souffre, on est en colère. Mais peut-être que les autres personnes sont vraiment heureuses et contentes d'être là, écouter. Il y a des personnes qui voyagent, il fait 800 km pour venir ici. Mais toi, peut-être que tu es ici et tu as peur que Taï va te massager en profondité. Tu es ici, mais il n'y a pas de la paix. Mais parfois, tu sais que le Bouddha, le même Bouddha, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, ses enseignements sont directs à moi. Il y a beaucoup de personnes qui, aux États-Unis, quand j'étais là-bas, j'ai donné des Dharma Talks, qui après le Dharma Talk m'écrit des lettres en disant, en me demandant, est-ce que tu parlais de moi dans la Dharma Talk? Et en écoutant la Dharma Talk de Thai, tu penses que la Dharma Talk, c'est-à-dire à moi? Et peut-être que tu ne dis pas, donc il n'y a pas de transformation et donc tu es en colère avec Taï parce que tu penses qu'il est en train de parler à toi directement. Mais ça se passe avec tout le monde. Pour tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde pense, oh, Taï est en train de parler à moi, à ma souffrance. Et cette compréhension nous aide pas. Nous voyons la Dharma Talk comme un jugement, comme une critique. Donc si on écoute de cette façon, on partout. On est en colère. Et ça, c'est parce qu'on fait monter l'ego. Donc il faut laisser le Dharma, la preuve du Dharma descendre sur notre conscience,
de telle façon que les graines, tous les graines et les graines de la compréhension soient arrosés et les graines de la colère peuvent se calmer. Sở dĩ mà mình nói ra La raison pour laquelle nous disons des choses, des mots qui font souffrir notre frère et sœur, peut-être que nous n'avons pas l'intention de le faire souffrir. Ce n'est pas notre intention. Mais parce que la qualité de la souffrance en nous, les habitudes en nous, des générations est vraiment fort et nous ne prenons pas la responsabilité sur nous de transformer cette habitude. Peut-être que cette habitude a été transmise de notre ancêtre et ils sont vraiment enracinés en nous et nous ne savons pas comment les transformer. Donc, chaque fois que cette énergie monte, tu n'as pas un contrôle et tu dis des mots, tu dis des paroles qui font souffrir les personnes autour de toi. Et tout faillit, et tout. Et c'est toujours comme ça, aujourd'hui et demain, les jours après. Tu continues à répéter les mêmes erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si tu dis que tu n'as pas donné des indications ou tu n'as pas dit ce qu'il faut faire, ça c'est pas correct parce que le Sangha te guide tous les jours, t'aime tous les jours. Donc si tu dis que c'est pas comme ça c'est pas correct. Có nhiều lần thầy đã maintes fois dans le passé, Thầy nous a donné la pratique de noble silence. Il y a quelques années, Thầy a parlé de la purification de la communication. Et quand il a donné, il y a des personnes qui ont pratiqué vraiment avec beaucoup de succès. Aussi le noble silence. Le noble silence, ce n'est pas de supprimer notre voix. Le noble silence, ce n'est pas la suppression de parler, c'est une pratique pour nous de transformer le feu qu'il y a dans nous, en nous, de telle façon que nous pouvons transformer notre communication en profondité, qui est présente en profondité en nous. Et ça, c'est une pratique que Thầy a transmise. Donc, par exemple, ici, on a un journal, un cahier, où nous voulons écrire, mais comme il y a le silence, nous n'écrivons pas. Dans le corps, il y a un dessus et un dessous. Nous avons ici des souffrances, des habitudes, des intentions, et quand il sort, quand il s'exprime, il sort de notre corps, et se manifeste comme des paroles,
au compte des actions, de comportements. Et quand nous ne sommes pas en contrôle de ça, il sort sans contrôle, comme un volcan qui érupte. Et après l'éruption, il n'y a pas comment l'arrêter. Ils brûlent tous. Tout l'herbe, les arbres, tous. La pratique est vraiment simple. Nous demandons autorisation pour rester en noble silence pour 10 jours, ou peut-être plus. De telle façon que le Sangha savent que je ne réponds pas parce que je suis en noble silence. Pas parce que j'aime pas des personnes ou nous pouvons écrire sur un petit papier, le mettre dans notre poitrine et il dit je suis en noble silence. Quand nous sommes en colère, les mots que nous voulons dire, nous ne les supprimons pas. Ce que nous faisons, nous allons dans notre chambre et nous pouvons écrire sur le papier ce que nous voulons dire. Nous écrivons aussi la date. Et écrire. Donc, on peut les dire, mais on peut les dire d'une façon moins dangereuse. On peut les dire, mais on peut les écrire sur un papier. Par exemple, chaque fois que ça se passe dans notre noble silence, on peut nous arrêter, revenir dans notre chambre, dans notre papier, et écrire encore une fois, avec la date. Et peut-être les jours suivants, dans la méditation aussi, nous pouvons mener notre papier et nous demander qu'est-ce qui serait passé si j'aurais dit ces mots. Et nous pouvons aussi dans la méditation voir, comprendre que au fait que je n'ai pas parlé, je n'ai pas expressé ces mots mauvais, rien ne s'est passé. Je détruis rien. Chaque fois qu'on lit ces mots, ce que nous pouvons faire, c'est de sourire. Nous pouvons faire ça pour 10 jours. Et après 10 jours, on peut dire, cher Sangha, ce retreat, est-ce que je peux continuer, si je peux continuer pour 2 autres 10 jours, je pourrais transformer encore plus. Parce que dans les premiers 2 jours, il y a beaucoup d'irritation et qu'on utilise le cahier pour exprimer, pour laisser dehors toute notre colère. Mais après, après des jours en lisant ces mots, on peut vraiment comprendre comment notre esprit fonctionne. Et ça nous aide dans la transformation. Donc, ici au village premier, soit qu'on est au mot du haut, du bas, au nouveau, comme notre frère né, ou sœur né. Đây là một cái hạnh phúc. Và khi mà mình thực tập làm sứ anh
Quand on est un frère, un soeur, et quand on pratique correctement la transformation, quand tu pratiques comme ça, le frère cadet aussi peut prendre de l'inspiration, il peut apprendre avec toi. Un jour, Thầy a donné un cahier à une sœur. Et il lui a dit, tu dois pratiquer ça pour 3 mois. C'est une pratique, là c'est une pratique de noble silence, mais le silence est spécial. Ça veut dire que tu peux utiliser des mots, mais seulement quelques mots. On peut écrire dans les cahiers quelques mots et ce sont les seuls mots que je pourrais utiliser dans mon noble silence. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On peut écrire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça c'est pour apprendre à être une sœur aînée. Pour donner de la joie à une sœur cadet. Et quand tu donnes de la joie à une sœur cadet, la joie c'est en toi aussi. Par exemple, tu dis pas à ton sœur cadet, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que maintenant, ça c'est l'entraînement spécial que Thầy t'a donné. Ton travail c'est d'offrir ta complète présence. Et tu peux lui demander donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas lui dire, il faut faire comme ça et comme ça. Cette phrase, ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup de temps et j'ai rien à faire pour la Sangha. Cette phrase, ça veut dire l'objet, c'est de dire à ta sœur cadet que je ne veux pas te faire souffrir. Tout ce que je veux faire, c'est te donner de la joie à t'aimer. Il n'y a rien de plus important de la pratique de notre transformation. C'est le plus grand cadeau que je peux donner au Sangha. Et les autres choses sont moins importantes. Donc, dans cette période de 3 mois, ta pratique, c'est vraiment important. La deuxième phrase que je peux écrire, c'est je suis en train de faire ça. Tu penses que c'est bien? Que c'est correct? Que c'est OK? Est-ce que tu as besoin que je change quelque chose dans mes façons de faire? Donc, tu as donné à la sœur seulement 2 phrases. C'est 2 phrases. Et ça, c'était la pratique qu'elle doit faire tous les 24 heures. Et quand tu donnes des devoirs, il ne te force pas à le faire. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire 24 heures par jour. Mais si tu le fais,
joie, tu auras beaucoup plus de joie et le sangha aussi sera bien plus joyeux. Et quand la formation mentale comme colère apparaît, tu peux l'éclairer et tu peux le contempler. Les deux vont ensemble. Ça, c'est un noble silence. Mais c'est un noble silence où Taï te donne l'opportunité de dire deux choses. Dans le passé, il y avait un bodhisattva il pratiquait et disait seulement une chose, une phrase. Le bodhisattva et la phrase était « Je sais que tu peux devenir un bodhisattva et je ne veux pas jamais te sous-estimer. » Et quand il le disait, il y avait des personnes qui se sentaient vraiment heureuses et des autres qui ne comprenaient pas. Et le bodhisattva donc joignait les paumes et lui disait tu es un Bouddha en devenir. C'était un bodhisattva qui ne sous-estimait jamais personne. Et il est encore aujourd'hui connu pour ça. Et quand il a donné cette pratique à la sœur, Taï savait que s'il suivait les indications de Taï et pratique pour 3 mois, sa transformation serait vraiment énorme. Tu es capable de comprendre la personnalité des personnes. Donc comprendre aussi la pratique qui vient de l'amour, la pratique qu'on tente de faire vient de l'amour. Mais ça ne vient pas de l'amour, il vient d'où? Si on pense que les sangha ne supportent pas, ne nous aiment pas, donc dans ce cas, qu'est-ce que Taï peut faire pour toi? Et ça, celui-là, c'est un environnement vraiment qui donne un grand soutien à notre pratique. Si tu ne pratiques pas de tout ton corps dans ce environnement, donc quel environnement tu veux vivre pour pratiquer? Donc si tu n'arrives pas à maîtriser cette pratique, donc, quelle pratique peut t'aider? Ta transformation, c'est la joie de... Ça te donne de la joie et donne de la joie au sangha. Et quand tu dans une pratique, on porte le dharma et tu ne pratiques pas, ce n'est pas seulement une perte du sangha, mais c'est aussi c'est triste pour Taï aussi parce que Taï
c'est pas capable de t'aider. Tu as une fois parlé d'une histoire d'un docteur. Đứa thì mê sảng, đứa thì quằn quại, đứa thì nôn mửa. Và khi ông thầy ông về rồi thì ông mới lấy thuốc cho các con uống. Il y avait des enfants qui étaient empoisonnés. Et le père, quand il rentrait, le père était docteur, il lui a donné des médecins, des médicaments. Bây giờ tiếp tục ăn thêm, ăn những cái chất độc trong bụng dưỡng. Và cuối cùng ông thầy thuốc đó, ông nói rằng không có hy vọng. Nếu mà mình không có biến mất, thành ra ông bỏ ông đi. Mais les enfants, cet enfant ne voulait pas prendre la médecine, mais continuer à manger ce qu'il avait empoisonné. Et donc le père les a quittés parce qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour eux. Donc maintenant tu es ici et tu espères, tu attends le moment que Taï il part, qu'il te laisse. C'est vraiment une grande perte pour Taï. Soyez pas ces enfants ignorants à profiter de la présence de Taï. Prends l'opportunité de ma présence ici et transformer tes souffrances.